suis académique, c'est-à-dire que mon job habituel, je suis cardiologue, et j'ai une spécialité, c'est l'épistémologie appliquée, c'est-à-dire que je fais des calculs, je vérifie si les études sont justes, si les études ne sont pas justes, je fais des protocoles. Donc, travail très académique. Et je voudrais simplement vous montrer que quand on sort de l'académie, quand on fait quelque chose d'atypique, on arrive à des conclusions qui vont enrichir votre propos académique, votre propos classique. Et qu'est-ce je cherche comme médecin? Comme médecin, je cherche à voir le corps humain. Je passe mon temps à faire des calculs, à examiner des malades, et je trouve des réponses à mes questions en utilisant l'art, la peinture comme premier outil pour examiner le corps humain. Cet art, c'est la peinture, et la peinture nous offre beaucoup de choses. D'abord, il y a des peintres, les artistes. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste? C'est un type qui est en communication avec son époque. Un artiste, c'est l'écho d'une époque. L'artiste, finalement, va nous parler de son époque, de ce qui se passe. L'artiste va mourir, l'artiste va disparaître, et quand l'artiste a fait un chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre, c'est le reflet d'une époque, mais le reflet d'une époque qui sort du temps. Donc, il y a une autonomie de l'œuvre d'art qui va nous parler d'un moment. L'artiste, donc, c'est un médium entre un moment, une culture, une connaissance. L'œuvre d'art qui va rester, c'est une œuvre d'art qui va résister au siècle, et pour que cette œuvre d'art résiste au siècle, il faut qu'elle soit chère, il faut qu'elle soit glorieuse, connue, et donc on va tirer le meilleur, le plus intéressant d'une période. Comme médecin, on voit des gens à un moment donné, on vieillit tous, même les médecins vieillissent, même les médecins meurent. Et c'est très embêtant parce que comme médecin, on ne voit pas des gens de la naissance à la mort. L'intérêt des artistes, c'est qu'ils ont une biographie et on voit quelques années après un homme de sa naissance à sa mort. Donc l'utiliser l'œuvre d'art, ça nous permet de voir à un moment des gens dans la complétude de leur vie, de voir toute la vie des gens. Alors, il y a deux approches. Une approche qualitative, ça c'est l'épistémologue qui se réveille, et une approche quantitative. L'approche qualitative, on va utiliser la peinture occidentale, et la peinture occidentale raconte une histoire. Comme par hasard, je vous ai choisi un Rubens, on ne peut pas faire moins, et comme par hasard, je vous ai choisi un Tunisois. Pas très sympathique, ce mec-là. Ce mec-là, il est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à crever les yeux de son père, puis ensuite, il s'est débrouillé pour l'assassiner, il a assassiné son frangin, il a fait des contrats, il n'en a respecté aucun, pas un type très, très, très sympathique. À ce moment-là, c'était les Espagnols qui tenaient la goulette, il a été obligé de magouiller avec eux, donc il est allé en Europe, donc il a vu la cour, et il a été peint par le brave bonhomme qui s'appelait Rubens. Qu'est-ce que vous voyez sur ce tableau? Eh bien, on voit que c'est un prince. C'est un prince, pourquoi? Parce qu'il a une épée. C'est un prince, pourquoi? Parce qu'on est dans l'Italie qui domine, et qu'est-ce qu'on voit derrière? On voit l'aqueduc de Sagouan, comme s'il était un prince romain. Mais vous voyez que l'histoire est racontée parce que, à la place des yeux, donc le brave bonhomme, il regarde de côté, on a le blanc du regard, ça veut dire que là, le peintre nous exprime qu'il a quand même rendu aveugle son papa, ce qui est quand même pas très sympathique. Donc la peinture nous raconte des tas d'histoires. L'histoire, naturellement, qui est la plus belle au monde, c'est la femme, et la peinture occidentale va nous parler en permanence de la femme. Mais elle ne nous parle pas de la femme comme être humain, la peinture. Elle nous parle de la femme comme idée, elle nous parle de la femme comme concept. Alors, les concepts peuvent être multiples. Là, je vous ai mis un Granac d'un côté, c'est un protestant. Le protestant, il est pudibond, il n'empêche, il a beau être pudibond, il met la femme nue, il a fallu rajouter ensuite une feuille. Alors qu'à droite, donc, vous avez Botticelli, c'est ce qu'on appelle donc, une Vénus, donc c'est la naissance de Vénus, une Vénus pudica, c'est-à-dire un style de la peinture qui va traverser les siècles. La main donc, gauche est sur le sexe et le droit sur le sein. Elle nous raconte une histoire et ne nous raconte pas une femme. D'ailleurs, vous avez toute une série de nus dans l'histoire de la peinture qui racontent à chaque fois des histoires. Là, c'est Bella, c'est la Vénus d'Urbino, donc c'est encore du Titien. Et ça, c'est la première femme déshabillée de l'histoire de la peinture. Cette femme se présente, elle a un petit chien, et ça veut tout dire dans l'histoire de la peinture. C'est le premier tableau où on ne raconte pas une femme, on raconte la concupiscence. Et d'ailleurs, le modèle s'appelle Bella, on l'a oublié. On se rappelle de qui? Du duc d'Urbino. Pourquoi? Parce qu'il a gardé le tableau, il l'a mis dans sa chambre, il était très content avec. Et la femme, dans l'histoire de la peinture, va raconter une succession d'histoires avec, naturellement, toute une série de nus. Giorgione, qui était le plaisir conjugal, c'est la femme nue, c'est d'ailleurs Titien qui l'avait terminé. Vous avez Goya, qui, lui, peint la duchesse d'Albe, mais c'est un fantasme.
On sait qu'il n'a jamais pu voir nue la duchesse d'Albe pour des raisons picturales que je pourrais vous développer. Donc, et puis, vous avez Manet avec Victorine. Et Manet, qu'est-ce que c'est? C'est la revendication d'une femme comme femme presque du point de vue politique. Eh bien, chaque fois, on peint des femmes, mais à chaque fois, on ne regarde pas la femme, on ne regarde rien. Eh bien, quand on regarde que le médecin se réveille, il se dit, tiens, un jour, on regarde parce qu'on a envie de regarder un corps, on a envie de regarder un humain. Et ça, je me plais à croire que c'est Hélène Fourment qui, la première, a été regardée comme une femme et non pas comme une idée. Alors, ce tableau, donc, c'est de Rubens. Comme par hasard, c'est sa deuxième femme. Je ne sais pas pourquoi, mais les hommes ne peignent jamais donc, avec le même regard la première et la deuxième femme. C'est pour faire suivre le propos. Et pour les historiens de l'art, ce tableau est une révolution. Pourquoi pour les historiens de l'art, ce tableau est une révolution? Parce que quand même, les historiens ont compris qu'il peint la chair. Et pourquoi les historiens disent que ce tableau, on peint la chair? Parce que la chair de la sagesse, la femme, dans l'idée, c'était la sagesse, donc elle était peinte en blanc. La chair de la femme devait être blanche. Et là, les pieds d'Hélène Fourment sont roses. Donc les historiens se disent, ça y est, la chair s'enflamme, on quitte la quiétude du blanc. Et les médecins, ils n'ont pas exactement la même vision. Quand on examine les malades, vieux tics de vieux praticiens, je commence par les pieds, je termine par la tête. Je commence par regarder les orteils. Quand on regarde les orteils, on s'aperçoit qu'il y a un hallux valgus. Les femmes n'ont plus tellement de talons hauts, mais c'était ce qui déformait le pouce. Quand on regarde un peu plus haut, les chevilles, il y a un peu d'œdème. Les malléoles ne sont pas aussi bien dessinées. Il y a donc un peu de rose. On regarde les genoux, ils sont un peu ronds. Et puis surtout, à la face interne des cuisses, il y a un relief. On monte, on voit le sein, le ventre un peu lâche, et les seins déformés, un tendu, l'autre. Alors là, les diagnostics sont multiples, cancer du sein, etc. Et quand on prend la biographie de cette femme qu'on connaît, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'aperçoit que cette femme vient d'avoir son 3e enfant. On est à ce moment-là chez une femme qui vient d'avoir son 3e enfant. Alors, le brave Rubens, il va mourir dans 2 ou 3 ans. Il a 53 ans, il vient d'épouser une fille de 16. Là, il lui a fait 3 enfants en 4 ans. Et, bon, c'est l'histoire de la peinture, ça. Hein. Mais quand on regarde cette femme, au moins on sait qu'il a regardé sa femme, qu'il a peint un corps, qu'il a peint un individu, il n'a pas peint une idée. Et l'imperfection du sujet représenté permet de nous assurer que cette fois-ci, on a regardé donc quelqu'un. Ainsi, l'imperfection en peinture nous permet souvent de dire donc, on a regardé. Alors des fois, il ne faut pas en faire trop. Hein. Victor Bronner, qui est un type du début du XXe siècle, lui, s'est peint donc, avec un œil en moins. Seule chose, c'est qu'il s'est peint avec l'œil droit en moins lorsqu'il avait les 2 yeux. Il fait la fête quelques années plus tard à Montparnasse, il paye l'œil gauche. Bon, on ne peut pas tout prévoir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on arrive à voir le corps. Et ce que je tiens à insister pour cette première partie du topo, c'est comment on arrive à voir. Comment on arrive à voir, c'est quand on a le regard étonné. C'est-à-dire, et là, on revient sur la notion de oser, c'est qu'on est tous, du point de vue académique, du point de vue social, à tout point de vue, on a des rails. Et il faut savoir regarder en sortant des rails. Et c'est en sortant des rails que vous allez arriver à voir ce qui dépasse le commun, ce qui dépasse les choses, et c'est ça qui va vous faire donc savoir. Alors, à côté de l'approche quantitative, il y a naturellement l'approche quantitative. Alors, là, qu'est-ce qui est le plus facile pour témoigner de la vie, donc en termes de quantitatif, c'est vieillir. On y arrive tous, du moins je vous le souhaite, et le fait de vieillir, c'est consubstantiel à la vie. Ça vous dire que vous vivez. Il y a même des bonhommes, donc, tels que de Albright, donc, qui, eux, à 30 ans, veulent vieillir un peu d'avance. Bon, il y a toujours des barrages sur terre, et chez les artistes, il y en a peut-être un peu plus que d'autres. Mais on peut étudier donc, le vieillissement. Et en étudiant le vieillissement de la peinture, on peut avoir un reflet de savoir comment vieillissait, comment vivait le corps des individus d'hier, et c'est ce qu'on s'est amusé à faire. Alors, il faut que je tire vers le haut. Donc, alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme outil pour savoir si les gens vieillissent? On ne peut pas prendre une succession de toiles, parce que chacun à un moment, chacun a une date. On prend l'autoportrait,
Et on a additionné 1200 autoportraits, on les a mis dans un ordinateur, on a regardé des critères et on a regardé l'âge du peintre au moment de l'autoportrait. L'avantage pour les statisticiens, c'est que c'est une source homogène, que le peintre est actif quand il fait quelque chose, et puis on a donc essentiellement des chefs-d'œuvre, des très grands peintres, et naturellement des hommes, de par la sélection. Qu'est-ce qu'on regarde comme critères? La paupière supérieure, c'est des critères de chirurgie esthétique moderne, la paupière inférieure et le cou. Quand vous êtes tout jeune, vous avez des ovales du visage parfaits. Quand vous vieillirez un peu, il y aura les bas-joues qui apparaîtront, il y aura un peu des ombrons, il y aura des rides dans le cou. Et ça, on en fait le calcul. Et en faisant le calcul de ça, on arrive à voir donc, à quelle vitesse vieillissaient les gens par l'autoportrait. Alors, l'autoportrait amène, comme tous des biais, amène une modification des choses. La première utilisation de l'autoportrait, c'est le miroir. Je vous rappelle que le miroir, il existait dans le monde antique. Il est apparu au XIVe siècle avec donc, du plomb et de l'étain derrière. Il était convexe. Le miroir coûtait très cher. Les gens ne se voyaient pas. Au XVIe siècle, le miroir devient plat, petite taille. Au XVIIIe, Versailles, c'est XVIIe, le miroir était exceptionnel, très très cher. Donc, il commence à se répandre au XVIIIe siècle. Ça veut dire quoi? D'abord, cette rareté du miroir, c'est que les gens ne connaissaient pas leur tête. Donc, c'est une chose fondamentale, c'est que les gens ne connaissaient pas leur tête. Et quand, par exemple, Dürer ou Pontormo font leur première nue d'eux-mêmes, mais avec le miroir, il a fallu qu'ils passent leur temps à se regarder petit morceau par petit morceau, ce qui témoigne d'un état psychologique un peu particulier. Mais le miroir était rare. Donc, le miroir rare, et il y a deux conséquences dans le miroir. Première chose, c'est que comme le peintre se regarde dans le miroir, il y a une déformation du regard, parce qu'il y a un œil qui regarde le miroir, l'autre est déformé, et surtout, on met la droite à gauche et la gauche à droite. Donc il y a une inversion du sens par le miroir. Le peintre qui fait son autoportrait, il vend son autoportrait, donc qu'est-ce qu'il se fait? Comme il est très fort et très bon, il remet la droite à gauche et la gauche à droite. Donc le talent du peintre s'exprime également par la correction de la mauvaise latéralisation. Donc il y a tout un jeu qui se fait donc grâce au miroir. Qu'est-ce qu'on aperçoit dans cette collection d'autoportraits? Du XVe siècle à l'aube du XXe, on vieillit à la même vitesse. Donc la paupière supérieure, elle se pète la gueule comme avant, les creux, les poches sous les yeux, ils sont là comme avant, et l'affaissement de la partie basse du visage se fait pratiquement à la même vitesse que dans les siècles avant, sauf dans la tranche 40-50 ans, je ne sais pas, mais c'est la tranche où on a un peu peur de vieillir, au XVIIIe siècle, où les gens jouaient du jeunisme. Pourquoi? Parce que c'était un monde de cours. Plus vous étiez jeune, plus vous aviez de succès. Et donc, à ce moment-là, il fallait expliquer que, regardez, je suis moche, mais mon tableau, je suis beau. Pourquoi c'est important d'avoir un beau tableau quand je suis moche? Parce que tous les courtisans qui étaient à la quête de la beauté, il est tellement moche, il fait un aussi beau tableau, je vais lui payer son tableau. Et donc, il y a eu une volonté d'eugénisme au XVIIIe siècle. Mais si ce n'est cette période très particulière, depuis le XVe siècle, on vieillit à la même vitesse qu'avant. C'est-à-dire qu'on mourait plus jeune, mais on vieillissait à la même vitesse. Ça, personne ne l'avait décrit. Mon travail a été repris, a été publié, etc. Et vous vous apercevez que quand vous avez les chemins de traverse que vous appliquez avec rigueur et avec méthode, grâce aux chemins de traverse, vous êtes des fois dans le cœur de votre métier, mais il faut savoir sortir donc, du rail de l'habitude. Alors celui-là est un type rigolo, Louis Correns, parce qu'il fait son autoportrait. Il est né un 21 juillet, en 1900, il dit tous les ans, je fais mon autoportrait. Et qu'est-ce qu'il fait tous les ans? Il vend son autoportrait. Et comme il a du succès, il vend à l'avance. Et puis le 17 juillet, le brave homme meurt. Et il a vendu le tableau du 21 juillet. Il a vendu 4 ans. Donc vous voyez, il avait vendu ses œuvres alors qu'il était... Donc il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et vous connaissez l'histoire. Louis Corinthe, donc, s'est porté artérisé et on le voit maigrir, grossir, avoir des rides, changer de femme. Enfin, donc c'est toujours très amusant. Alors, là, j'arrive près de la conclusion avec des conclusions. La première, c'est que le corps humain, on n'a pas de mots. On sait ce que c'est le corps, mais on ne sait pas ce que c'est le corps vivant. On n'a pas de mots en français
pour dire, ni en anglais, qu'est-ce que c'est que le corps vivant. On a le corps qui est l'âme, on a la chair, mais qui n'est pas le corps. Donc il y a un mot qui manque, et ce mot qui manque, c'est le corps en lui-même, c'est ce corps vivant qu'on n'arrive pas à explorer. Par notre recherche qu'on a fait, on a réussi à voir le corps vivant parce que qu'est-ce qu'on a comme trace de l'humain? On a l'intelligence, on sait ce que pensent depuis les présocratiques, on a 25 siècles ou 30 siècles de pensée humaine, ça, le produit de l'intelligence, on l'a. Du corps, on a des squelettes, mais ils ne nous parlent pas beaucoup. Donc, le corps vivant, on l'a par des moyens aussi détournés que celui-là, donc par l'art. Donc, c'est le mot manque, le concept manque, l'histoire du corps vivant est très pauvre et ne fait que commencer. Donc, le brave bœuf manque son corps. Regardez le Rembrandt en bas. Là, comme j'ai un peu de temps, je vais vous en dire 2 mots. Regardez le Rembrandt en bas parce que on sort des rails. On sort des rails et on réfléchit indépendamment de ce qu'on dit de regarder. Ce n'est pas le médecin qui vous parle. Là, c'est simplement pour l'amateur de peinture. Vous avez donc le bœuf écorché. Le bœuf écorché de Rembrandt est un petit tableau, donc au Louvre, il faut le voir. Et c'est un tableau qui est capital. Pourquoi? Parce que vous avez un bœuf qui est écorché. Ce n'est pas une nature morte. À cette époque-là, les princes, les riches, les flamands, ils ne mettent que des belles faïences, des beaux verres, etc. Là, c'est vilain. Rembrandt a osé peindre quelque chose qui est perçu comme vilain. Et donc, le premier, il a osé peindre ce qui était perçu comme laideur. La deuxième chose qu'il faut voir, c'est que ce tableau, il représente quoi? On est dans quelle pièce? On n'est pas chez un boucher, il n'y a pas de matériel. On n'est pas chez un équarrisseur. Il y a quoi comme matériel? Cette pièce, on ne la connaît pas. Regardez, vous voyez au fond, donc peut-être mal pendant la reproduction, une jeune femme qui regarde. Cette jeune femme, elle est tranquille. Qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde nous, elle regarde le spectateur. Mais nous, où on est? On n'est pas en face du bœuf. On est sur le côté, on est de 3/4. Et elle, elle nous regarde. Il n'y a pas de boucher, il n'y a pas d'équarrisseur, il n'y a rien. Et puis, ce bœuf, qu'est-ce qu'on peut voir? Les cuisses ont été entamées, les viscères ont été enlevés. Et on se dit, mais ce tableau n'a pas de logique. De quoi parle Rembrandt à ce moment-là? Et on s'aperçoit qu'on est dans une histoire aberrante. Et quand on regarde la biographie de Rembrandt, on s'aperçoit qu'il est dans emmerde jusqu'au cou. Donc, il a une nounou avec qui il fricote, il a une nouvelle qu'il veut bien mettre, elle se parle, etc. Il y a des histoires de procès. Rembrandt commence à être ruiné. Rembrandt parle de ses soucis. Rembrandt, donc, est ce bœuf équarri qui est un peu comme un Christ avec la tête en bas. Donc, vous voyez que quand vous quittez le regard superficiel, quand vous vous posez des questions, donc, c'est très riche. Alors, le propos n'est pas un propos de philosophe. Je reviens à la petite tableau du jour du même Rembrandt de médecin, et je conclus simplement pour vous rappeler que l'art est peut-être un outil. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est un tableau d'un peintre qui était le marquis Stanislas Lépris. Donc, le marquis Stanislas Lépris était un beau gosse, qui avait un succès fou, qui s'est peint plusieurs fois des autoportraits avec cornes de rhinocéros. Je vous laisse donc réfléchir à ce que ça voulait dire. Et puis ce brave Stanislas Lépris, il a un cancer de la prostate. Donc la corne de rhinocéros ne marche beaucoup moins bien, donc il a fait un pansement sur la corne de rhinocéros. Il est porté dans un désert par des hommes en blanc et son destin va malheureusement être tracé. Donc ma conclusion, osez, sortez et gardez le regard étonné pour voir les œuvres d'art comme tout le reste dans la vie.